Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'Union européenne face à la pandémie du Covid-19, c'est-à-dire l'Union européenne et la santé. Cette épidémie a été déclenchée en Chine en décembre 2019, notamment dans la ville de Wuhan, par le coronavirus, appelé maintenant par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le Covid-19. Elle est restée dans un premier temps très largement concentrée sur le territoire chinois. Mais elle s'est développée dans beaucoup d'autres parties du monde, notamment en Europe, sous la forme d'une pandémie. En effet, ce type d'épidémie de nouvelles maladies transmissibles de personne à personne constitue une menace pour la santé publique à l'échelle mondiale, compte tenu du volume et de la fréquence des déplacements internationaux à l'ère de la mondialisation. On est passé ainsi facilement d'une épidémie à une pandémie. Les actions menées par la Chine semblent avoir eu aussi des effets positifs pour limiter, voire arrêter la propagation du virus sur son territoire. L'Union européenne et ses États membres se devaient d'agir de manière résolue pour faire face à cette nouvelle pandémie sur le territoire européen. Les chiffres de Santé publique France du 27 avril 2020 montrent que le virus s'est largement et très rapidement répandu hors du territoire chinois. Il y aurait à cette date dans le monde 2,9 millions de personnes contaminées, dont seulement 82 000 en Chine et 2,8 millions dans le reste du monde. À cette date, on peut compter 206 000 décès, dont 118 000 en Europe. Toujours au 27 avril 2020, 1 million de personnes contaminées ont été signalées en Europe, avec des différences suivant les États. En Espagne 226 000, en Italie 197 000, en France 162 000, en Allemagne 157 000, au Royaume-Uni 154 000, dans d'autres États moins, au Danemark 8 800, en Finlande 4 600, en Hongrie 2 500, en Lettonie 800, à Malte 448. Toujours au 27 avril 2020, 118 000 décès ont été signalés en Europe, avec en Italie 26 000, plus de 26 000 décès, en Espagne 23 000, en France près de 23 000, au Royaume-Uni 20 000, en Autriche 549, au Danemark 422, en Croatie 55 ou en Lituanie 41. Chaque État européen a la charge de sa politique nationale de santé. En effet, l'Union européenne n'a qu'une compétence subsidiaire et donc seulement complémentaire des politiques nationales en vertu de l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Chaque État a donc pris successivement toutes les mesures qui lui apparaissaient les plus adaptées, comme le contrôle des passagers venant de Chine dans un premier temps, le rapatriement des nationaux et leur mise en quarantaine, la suspension des vols vers les États membres de l'Union européenne, le confinement soit de villes, soit de pays, comme en Italie, en Espagne, en Belgique ou en France, des procédures de contrôle des déplacements dans le cadre du confinement. Comme l'Union européenne est un espace de libre circulation, cette crise oblige à coordonner les actions des États membres en anticipant les risques pour la santé des Européens, mais aussi la gestion des pénuries. En effet, cette crise se traduit naturellement par le ralentissement des échanges commerciaux, notamment entre la Chine et l'Europe. Cela impacte par exemple le secteur des médicaments, dans la mesure où ils sont fabriqués, pour certains d'entre eux, à 80% en Chine. La mise en place de larges confinements d'importantes parties des populations n'ayant pas d'obligation de sortie aura naturellement des conséquences économiques majeures pour l'ensemble de l'économie européenne. L'Union européenne dispose de plusieurs instances spécialisées qui se sont mobilisées face à ce nouveau défi. On peut signaler le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, l'Agence européenne du médicament, l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Et il ne faut pas oublier qu'il y a dorénavant un commissaire européen désormais en charge de la gestion des crises. L'Union européenne n'est donc pas restée inactive face à cette épidémie, contrairement à ce que certains responsables politiques ont voulu faire croire. Il suffit de relever les nombreuses réunions du Conseil des ministres, notamment ceux de la santé, mais aussi ceux de l'économie et des finances, comme les réunions des chefs d'État ou de gouvernement. Toutes ces réunions se faisant par vidéoconférence, bien évidemment. L'Union européenne a activé le mécanisme de protection civile pour aider au rapatriement des citoyens européens, d'abord venant de Chine, mais aussi venant d'autres États comme d'Égypte, du Maroc
ou d'Argentine. L'Union européenne a mobilisé des fonds pour la recherche en partenariat avec l'OMS et l'industrie pharmaceutique. De manière plus globale, une mobilisation du budget de l'Union européenne s'est réalisée pour permettre au groupe Banque européenne d'investissement de fournir des liquidités à court terme aux PME et d'allouer 37 milliards d'euros à la lutte contre le Covid-19. Devant les multiples conséquences économiques de la large contamination européenne, la Commission a pris des mesures exceptionnelles pour faciliter les politiques de lutte nationale contre ce virus. Elle met en œuvre un régime dérogatoire temporaire pour accepter les aides d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte du Covid-19. C'est le cas notamment pour la France. L'Union européenne a activé pour la première fois la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance dans le cadre de sa stratégie de réaction rapide. Cela permet aux États de prendre toutes les mesures pour faire face de manière adéquate à la crise, tout en dérogeant temporairement aux obligations budgétaires européennes. Les ministres de l'économie et des finances sont parvenus le 9 avril dernier à un premier accord à hauteur de 540 milliards d'euros de mesures européennes, avec 3 axes. 240 milliards d'euros de prêts du fonds de secours de la zone euro, c'est-à-dire le mécanisme européen de stabilité, un fonds de garantie permettant à la Banque européenne d'investissement de déployer 200 milliards pour les entreprises, un dispositif de soutien jusqu'à 100 milliards pour soutenir le chômage partiel. Ces propositions ont été approuvées par les chefs d'État et de gouvernement. La question des coronabons est aussi une perspective pour la relance de l'investissement après la crise. Des suggestions faites par Dominique Strauss-Kahn, Joschka Fischer, Jürgen Habermas vont dans ce sens. L'idée d'un emprunt collectif pour l'après-crise sanitaire fait son chemin, même si les discussions se poursuivent. De son côté, la Banque centrale européenne a annoncé un programme de rachat d'actifs de 750 milliards d'euros. Ce plan d'urgence massif devra permettre d'amortir le choc de la crise économique qui va suivre la fin de cette pandémie. Ce choc ou ce choix politique de la BCE constitue en soi une forme de révolution monétaire européenne. Cette pandémie venant de Chine démontre une nouvelle fois l'importance essentielle de la solidarité européenne. Elle a révélé d'autres solidarités, pas forcément habituelles, dans le monde. Mais elle pose aussi la question de la mise en place, à moyen terme, d'une Europe de la santé. En effet, l'idée très ancienne d'une Europe de la santé revient dans les réflexions, compte tenu des manques révélés par cette pandémie. On peut imaginer des progrès dans ce domaine, retrouver une souveraineté sanitaire en termes de médicaments, de protection ou d'appareils spécialisés, amplifier la recherche européenne en matière médicale, construire une solidarité européenne amplifiée pour le soin des malades, développer une lutte européenne contre les virus. On passerait ainsi d'une Europe et la santé à une Europe de la santé. Merci de votre écoute et bonne suite pour le confinement. Au revoir.